Bien, bien, bien. Bonjour, mes petits oursons kleptomanes de la Birmanie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, je vais très bien et je suis présent pour vous offrir mon preview de l'UFC 265 Gann contre Lewis. Une carte remplie de controverses, une carte qui a fait parler là, dans les derniers mois. Et ça, à cause du main event, à cause du combat de championnat intérimaire entre Cyril Gann et Derrick Lewis. Et pourquoi ça a fait parler? Ben, c'est parce qu'évidemment, Francis Ngannou, le champion poids lourd de l'UFC, ne pouvait pas se battre sur cette carte-là. L'UFC avait besoin d'un title fight, lui a demandé peux-tu te battre sur la carte du mois d'août à Houston. Ngannou a dit non parce qu'il n'était pas encore disponible, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a gagné son titre. Et puis l'UFC a juste créé un interim title out of nowhere, même si le champion est pouvait probablement se battre le mois d'après, mais l'UFC avait besoin d'un title fight sur cette carte-là. C'était à Houston. Il voulait avoir Derrick Lewis dans le main event parce que c'est quelqu'un de la place. Et c'est Cyril Gann qui, contre son gré, je dis pas qu'il est pas content, mais tôt dans sa carrière MMA, se fait offrir cette opportunité-là, ça fait pas plaisir à tout le monde. Je trouve que la situation dans laquelle ça arrive, c'est un peu plate parce que Cyril Gann, pour nous les Québécois, puis évidemment pour les cousins en France, c'est un combattant qui est très important. C'est un combattant qu'on adore. On a eu la chance de le voir évoluer au Québec chez TKO pour ses 3 premiers combats bro. Puis je pense que tout le monde s'entend pour dire que la première fois que tu as vu Cyril Gann dans une cage de MMA, tu as tout de suite su que ce gars-là, un jour, allait devenir champion dans l'UFC. Puis, c'est comme un peu plate de la façon que ça va peut-être arriver sur cette carte-là. Le fait que, tu sais, Cyril mérite d'être acclamé, mérite d'être un combattant que tout le monde aime. Puis, on dirait que c'est lui qui arrive puis vole un peu la place de Francis Ngannou dans ce combat-là. Donc, peut-être pas l'appui des partisans, surtout qu'il va être à Houston contre Derrick Lewis. Il va avoir un accueil assez horrible samedi soir dans la cage. Mais c'est le fun quand même qu'après seulement 3 ans, commencer à se battre au mois d'août 2018, son premier combat face à Bobby Sullivan, s'est battu le mois d'après face à Dan Daichko, on s'en rappellera tous de celui-là. Et puis après, s'est rebattu une fois en 2019, a tout de suite joué l'UFC. Et puis maintenant, avec une fiche professionnelle de 9 victoires et aucun revers, a battu des gars comme Alexander Volkov, Jairzinho Rozenstruik, puis même Junior Dos Santos à ses 3 derniers combats. Et puis, c'est vraiment un combattant très excitant, un combattant qu'on adore ici, puis je trouve que la manière dont tout ça, ça arrive, c'est plate, ça undermine un peu Cyril Gann, qui a l'air du gars qui se pointe un peu là, puis que l'UFC le met là, puis souvent, c'est ces gars-là qui n'ont pas l'appui des partisans. Fait que je trouve ça plate de la manière que ça arrive, mais pour ma part, même si je suis pas d'accord avec l'interim title. Je pense que c'est un des interim titles les plus inutiles qui a été créé dans toute l'histoire de l'UFC. Je suis content de voir Cyril avoir cette opportunité-là. Et puis, il n'y a personne que s'il gagne cette ceinture-là, même si c'est une ceinture intérimaire, il va toujours avoir une ceinture de l'UFC chez lui. Il n'y a personne qui va jamais pouvoir lui enlever ça. Puis, comme j'ai dit, tous les gens au Québec, la première fois qu'on l'a vu se battre, on s'est dit un jour ou l'autre, ce gars-là va être champion dans l'UFC. Puis déjà, ce jour-là est en train d'arriver. Donc, félicitations à Cyril pour ça. Et ce qui en est du combat maintenant, du match-up dans la cage, parce que c'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas ici pour chialer puis m'émérer sur le storyline puis les potins alentour de ce combat-là. Oui, ça, on en a parlé amplement sur le podcast notamment, mais je suis là pour vous break down ce match-up-là, pour vous analyser, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, du moins pour tenter de prédire avec les informations qu'on a déjà, qu'est-ce qui va se passer dans ce combat-là. Puis écoute, si on se fie aux 2 dernières performances de Cyril Gann, il devrait utiliser son footwork qui est littéralement inégalé dans la division. Je ne sais pas si on a déjà vu un heavyweight avec un aussi bon jeu de pied. Et puis, il devrait juste danser alentour de Derrick Lewis puis le frapper en s'assurant de juste pas être là quand Derrick Lewis lance en retour. Et il est tellement bon là-dedans. Il est rapide comme aucun poids lourd. Son jab est excellent. Kick beaucoup. On a vu contre Jairzinho Rozenstruik, le gars, vraiment les outils pour ce genre de match-up-là. Il y a aussi un avantage immense au niveau de la vitesse, au niveau de l'athlétisme en général. La chose qui me gosse un peu cependant, je dois vous l'avouer, c'est que Cyril montre pas mal tout sauf une urgence de finir ses combats. Là, ça a l'air d'être un combattant qui est vraiment très à l'aise à ne pas trop prendre de risques, puis à rester at range, puis à outlander son adversaire, rester en avant sur les scorecards, mais et pas nécessairement, depuis qu'il a atteint le niveau élite de la division, quelqu'un qui pousse beaucoup le finish dans ses combats. Et puis ça,
ça pourrait être très dangereux contre Derrick Lewis parce que non, Cyril n'accumule pas de dommages, ne prend pas de dommages, se fait pratiquement jamais frapper. Mais Derrick Lewis, c'est un spécialiste là, pour rien faire, puis endormir ses adversaires. Puis au moment où son adversaire est le plus confiant, le plus certain que jamais Derrick Lewis va pouvoir le toucher, mais c'est là qu'il sort un coup de poing hors de nulle part parce que ses testicules étaient chauds. Puis écoute, c'est Derrick Lewis, c'est pas pour rien que c'est le meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est le GOAT, tu sais. Fait qu'on faut se méfier de lui. Il faut jamais penser que Derrick Lewis est en dehors du combat. La victoire de Cyril contre Rosenstrike, ça nous a pas mal montré, par exemple, que le blueprint est là. On a vu Cyril dans un match-up qui était sensiblement pareil à celui de Derrick Lewis. Je pense que la seule différence, c'est que Lewis a probablement un peu plus de power dans son arsenal, dans ses mains, qu'un Jairzinho Rozenstruik, mais Rozenstruik est immensément plus technique qu'un Derrick Lewis. Donc, on a vu ici Cyril avoir un game plan qui pourrait être semblable à son combat contre Derrick Lewis. Il ne faut juste pas le sous-estimer parce que si tu es très prudent et tu essaies de le pick-off à range, comme je m'attends à ce que Cyril fasse, tu sais jamais ce qui peut arriver. Derrick Lewis, comme on dit, il est bon pour rien faire jusqu'au moment où il fait une chose, puis étrangement, ça marche, puis il gagne le combat parce que, on va se le dire, son punching power, à part Francis Ngannou, est inégalé dans l'UFC. C'est pourquoi c'est le Knockout King, c'est le gars qui a le plus de codes dans l'histoire de l'UFC, avec Vitor Belfort, mais lui dit que vu qu'il n'a jamais fait le test de sauce, il a déjà le record. Puis tu sais quoi? Je suis d'accord, c'est le GOAT, c'est pas le GOAT pour rien. Il y a une affaire dans ce combat-là, il faut que je vous le dise, une affaire que je veux vraiment, vraiment voir. C'est Cyril lander un takedown. Parce qu'il n'y a rien que je trouve plus drôle dans l'histoire des arts martiaux mixtes que de voir Derrick Lewis qui est au sol, puis qui est juste comme ça, tendu comme une barre, puis il fait rien. Puis à un moment donné, il stand d'être là. Fait qu'il fait juste prendre son adversaire, puis il bench, puis il lance, puis il se relève. J'ai jamais vu quelqu'un sur qui le jiu-jitsu ne marchait pas comme Derrick Lewis. Il fait juste rester immobile comme une roche au sol. Puis quand il est écœuré, il bench son adversaire, puis il se relève comme s'il était The Undertaker. Puis ça, j'aimerais vraiment avoir le visuel de Derrick Lewis qui bench Cyril Gane pour se relever. Ça serait absolument magnifique. Donc, on s'entend. Le pic ici, c'est Cyril par décision. Il devrait être capable, comme j'ai dit, de danser alentour de Derrick Lewis avec son footwork qui est absolument incroyable, puis être capable de lander les meilleurs punches sans être là pour se faire frapper en retour. Mais, comme j'ai dit, il ne faut jamais arrêter de se méfier du Black Beast. Cyril par décision va tout de même être mon pic dans ce combat-là. Puis ça nous mène au co-main event de la soirée, un combat entre José Aldo, Pedro Munoz. Et puis, écoute, Aldo va probablement être le plus technique des deux, debout, peut-être même au sol. Mais honnêtement, je ne sais juste pas s'il va être capable de dealer avec le pace de Pedro Munoz pendant 3 rounds. T'sais. Munoz, il est durable, il est tough, il est absolument agressif dans tous les aspects, autant que ça soit debout au sol. Ce gars-là, c'est un malade mental, il ne veut qu'aller de l'avant, échanger avec son adversaire. Il sait qu'il a le meilleur chin, il sait qu'il a le meilleur cardio. Puis José Aldo, même dans son prime, c'est un combattant que des fois au 5e round, on le voyait ralentir un peu. Puis c'était pas en fin du monde parce qu'il gagnait déjà 4 rounds à 0. Puis il faut juste s'assurer qu'il n'arrive rien de grave dans le 5e. Puis il y avait toujours le combat dans la poche. Mais à cette heure qu'il vieillit, c'est plus difficile pour lui là, d'être si grossement, aussi facilement en avant dans ses combats. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un combat serré qui va peut-être être même en faveur de José Aldo pour le premier round, mais plus ça va avancer, plus Pedro Munoz va prendre le contrôle. Il pourrait même être celui qui finit José Aldo. Il est très, très solide avec ses shots en counter, en combinaison. C'est un gars qui, quand tu lances une combinaison, au lieu d'essayer de vraiment full défendre, va juste lancer une combinaison lui aussi en retour. Puis des fois, ça donne que c'est lui qui l'aime le plus solide des deux. Puis même si c'est toi qui l'aime le plus solide, ça ne l'affecte pas vraiment. J'ai quand même Munoz par décision ici parce qu'honnêtement, c'est juste 3 rounds. José Aldo reste un des combattants les plus durables en MMA puis une légende absolue. Donc, je pense pas que Munoz va nécessairement le finir, mais je l'ai par décision ici sans aucun doute. Ensuite, très bon combat. Michael Chiesa, Vicente Luque. Michael Chiesa, Vicente Luque. Et puis, écoute,
mon read ici, c'est que Vicente Luque est beaucoup trop willing de grapple. Vicente Luque, c'est un combattant qui, s'il était plus stratégique, serait facilement top 5, voire même un title challenger dans cette division-là, mais il est beaucoup trop down de grapple avec ses adversaires. Il est beaucoup trop down d'un peu prendre le combat que son adversaire offre puis essayer de gagner ce combat-là. Puis c'est exactement ce qu'il a fait contre Leon Edwards. Puis honnêtement, ça a presque marché. Ça a presque marché, puis c'était bizarre parce que c'est toujours Leon Edwards qui a initié le grappling dans ce combat-là. Toujours. Mais t'avais Leon Edwards qui shootait pour un takedown, puis là, t'avais Vicente Luque qui le défendait, puis ça menait le clinch contre la cage. Puis là, ça finissait 30 secondes plus tard que c'était Vicente Luque qui travaillait un single leg contre la cage, contre Leon Edwards, quand dans le fond, s'il avait resté à range avec lui, c'était un combat que Edwards, oui, landait des bons jabs, landait des bons body kicks, mais à part de ça, souvent, Luque trouvait la cible avec ses counters, puis c'est un combattant qui est tellement agressif puis qui lance tellement un bon volume de strike qu'il aurait peut-être pu overwhelm Leon Edwards dans ce combat-là, mais il a continué de grapple avec lui, puis il a continué de grapple, puis ça allait bien, puis il était super compétitif jusqu'au moment où Leon Edwards a trouvé quelque chose qui marchait. Puis c'est là que c'est devenu moins compétitif, puis que dans un combat qui était clairement un après deux, Edwards a trouvé l'ajustement au niveau de son grappling au troisième round, puis il a landé le takedown, il y a eu beaucoup de top control, puis il est allé enlever cette victoire-là à Vicente Luque dans un combat où c'était tellement compétitif que si Luque avait eu la présence d'esprit de dire non, c'est pas une bonne stratégie pour moi que de travailler au sol ou d'essayer de grapple avec ce gars-là, je serais mieux de rester à range puis lander mes punches. C'est un combat que Luque aurait facilement pu gagner, je pense. Ben, facilement, non, c'est jamais facile contre Leon Edwards, mais c'était tellement serré, puis Luque faisait pas les bonnes choses pour gagner. Je pense que si Luque avait fait les bonnes choses pour gagner dans ce combat-là, il aurait pu gagner. Puis c'est dur de regarder ça, puis de pas se dire, aïe, man, c'est de mauvaise augure pour Michael qui est ça, parce que s'il y a un gars qui est capable de reproduire ça, c'est Michael qui est ça. Il a beaucoup amélioré son stand-up à travers les années. Son combat contre Neil Magny, vraiment, c'est avec ses points qu'il a réussi à un peu mettre Magny sur les talons, puis ensuite transitionner vers ses takedowns. Avant, c'était littéralement un zombie avec le pace striking dans la division qui il était excessivement touchable. Puis il est encore touchable. Si ça se passe debout, je ne m'attends pas à ce que ce soit Michael qui est ça, qui gagne ces échanges-là. Mais il y a un meilleur setup. Sa transition striking to grappling est beaucoup plus fluide qu'avant. Puis c'est sans aucun doute que c'est ça qu'il va essayer de faire contre Vicente Luque ici, parce que c'est tellement dangereux de se battre debout contre Luque. Fait que j'ai l'impression que chaque instant debout va être super dangereux pour qui est ça, mais c'est jamais fait passer le chaos de sa carrière. C'est un gars qui s'est fait soumettre 2 fois, puis il a perdu un TKO par cote contre Joe Lozon. Puis c'est vrai que c'est une grosse cote, mais c'est un combat qui était super back and forth, puis que ça est encore debout. C'est le docteur qui a arrêté ça. C'est pas un TKO. C'est pas fait stop. C'est même pas fait sonner dans ce combat-là. Donc, c'est dur à prévoir parce que le fait qu'il ait ça est un excellent grappler, un submission grappler même, qui a un backtech absolument incroyable puis qui a tendance à gagner par soumission, mais qui s'est déjà aussi fait prendre dans des soumissions ici et là. Celle contre Kevin Lee est un peu louche, là, mais je pense que c'est Dos Anjos qui l'avait choqué, si je me rappelle bien. Bref, Luque est un gars de Darce, c'est un gars de guillotine, de front headlock, anaconda, puis il va y aller là, willingly. C'est un gars qui est autant agressif au sol que debout, donc c'est peut-être un peu ça et tout qui a coûté des positions contre Leon Edwards, le fait que souvent, au lieu de juste rester dans une bonne position au sol, il allait se lancer dans une soumission, puis que si elle réussissait pas, ben, il se retrouvait dans la position inférieure. Fait que tu le sais que Vicente Luque va y aller pour les soumissions dans ce combat-là. L'affaire que je pense, c'est que Vicente Luque va juste donner trop d'opportunités à Michael Chiesa de se retrouver au sol et de grapple. Puis un peu comme Leon Edwards, c'est sûr qu'un grappler expérimenté puis de la trempe de Michael Chiesa va finir par trouver quelque chose qui marche contre Vicente Luque. Donc, j'ai pas le choix d'y aller par décision ici pour Michael Chiesa. Et on continue sur le pay-per-view. Tecia Torres, Angela Hill. J'ai pas regardé les odds. Je ne sais pas c'est quoi les odds, mais il faudrait checker les prop bets pour fight ends in a split decision, parce qu'honnêtement, je betterais là-dessus. Je mettrais un petit peu d'argent là-dessus parce que c'est 2 combattantes qui sont vraiment des spécialistes pour ça. Puis c'est un rematch. On va se dire, c'est un rematch. Torres avait déjà battu Angela Hill après leur passage à TUF en 2015. Je pense que c'était le 2e combat pro d'Angela Hill, ou son 3e, quelque chose comme ça. Puis
les deux ont eu des bons moments depuis, mais des moins bons moments aussi. T'sais, Angelina, un moment donné, s'est juste retrouvée en dehors de l'UFC, est devenue championne Invicta, est revenue. Tisha Torres, elle a eu une séquence de 3 ou 4 défaites consécutives avant qu'elle se remette à gagner des combats. Mais, chose qu'il faut dire, c'est que les deux ont vraiment utilisé ces moins bons moments-là pour améliorer leur game grandement. Puis, elles sont revenues clairement comme des ranked fighters dans la division qui sont capables d'affronter les combattantes élites puis d'être compétitifs, voire même de battre certaines des combattantes élites dans la division. Du côté de Torres, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amélioré son output debout. C'est une toute petite combattante, Tisha Torres. C'est probablement la plus petite dans la division presque. Puis elle a toujours eu de la misère à gérer la distance entre elle et son adversaire, mais elle a juste remarqué qu'elle était très athlétique puis que son cardio était un des meilleurs dans la division. Puis ça fait juste qu'Astor, elle leap dans le pocket en lançant des combinaisons. Puis oui, quand tu leap in and out, c'est facile de te faire toucher, mais quand tu rentres avec une combinaison de 3-4 punches ton adversaire, elle peut essayer de te toucher, mais elle va se faire toucher en retour elle aussi. Fait que c'est un pensée si bien pour les adversaires de Tisha Torres. Est-ce qu'il faut que j'adresse ça puis que je counter après ou que je counter tout de suite, mais que je me fasse inévitablement frapper. Fait que ça rend sa game vraiment plus difficile. Puis avec son cardio là, qui est vraiment toujours on point, assez remis à gagner la majorité de ses combats là, dans les derniers moments. Pour ce qui est de Hill, elle, son plus gros problème, puis c'est encore un problème qu'elle a, là, on ne se le cachera pas, mais de moins en moins, c'est qu'elle n'est pas capable de garder sa distance. C'est une des plus longues combattantes dans la division, mais elle a toujours eu de la misère à rester debout. C'est une fille qui, souvent, elle allait se puncher dans le clinch ou se puncher out of range, puis c'est là qu'elle allait se faire takedown, puis elle passait beaucoup de temps en dessous dans ses combats, puis ça fait que souvent, elle s'est retrouvée là, du mauvais côté des cartes des juges, même dans des combats où elle a landé beaucoup plus de punch, puis de kick, puis d'offense en général que ses adversaires, mais elle s'est fait takedown 8 fois ou 9 fois dans le combat, puis ça, c'est sûr que c'est un peu difficile à gérer. Elle a aussi beaucoup amélioré son grappling, il faut se le dire, c'est rendu une fille qui a une garde quand même active en dessous, qui est capable de se relever mieux que jamais, puis ça rajoute une nouvelle dimension à sa game, là, ça la rend beaucoup plus difficile à affronter. Puis c'est une combattante qui avant, tu avais de la misère avec debout, mais si tu l'amenais au sol, tu étais relativement correct. À cette heure, les très bonnes grapplers, si l'amener au sol, sont relativement corrects, mais le reste de la division, c'est quand même dangereux de se retrouver au sol contre Angela Hill qui est rendue avec une bonne garde en dessous et tout. Fac, ça va être un combat excessivement serré. De là, pourquoi je dis de prendre le prop bet par split decision. Parce que, tu sais, le gros défi pour Torres, ça va être de ne pas trop absorber de coups en tentant de fermer à distance, puis de réussir à intégrer des takedowns à ses attaques pour, justement, aller chercher cette faveur-là des juges qui ont tendance à scorer beaucoup les takedowns. Surtout dans les derniers événements, il y a tellement eu des décisions bizarres, puis celle-là est au Texas. Fait qu'il faut s'attendre à des décisions fucked up. Il va en avoir une sur la carte, comme il va y avoir un ou deux combattants qui vont perdre leur victoire parce qu'ils ont fumé du pot. Tu sais, ça, c'est les choses qui arrivent au Texas, malheureusement. Du côté de Hill, si elle réussit à rester à range, bien défendre les takedowns de Tisha Torres, il n'y a aucun doute qu'elle va gagner. Puis honnêtement, je pense qu'elle s'est assez améliorée pour gagner ce combat-là, mais il y a une affaire qui me gosse, puis c'est pas en rapport avec elle nécessairement, mais Angela Hill a eu beaucoup de décisions partagées dans sa carrière, et puis honnêtement, elle n'en gagne vraiment pas souvent. Fait que, vu que j'ai dit que ce combat-là allait être une décision partagée quasiment sûre selon moi, puis qu'Angela Hill a tendance à jamais gagner les décisions partagées dans lesquelles elle est impliquée, j'ai pas le choix d'y aller avec Tisha Torres par split ici. Bien qu'honnêtement, je pense qu'Angela Hill va avoir l'avantage. Je pense qu'Angela Hill est celle qui va mériter de gagner à la fin du combat. Mais elle n'a pas le style le plus friendly pour les juges. Comme j'ai dit, elle perd quasiment toujours les split decisions qu'il y a dedans. Fait que si j'avais à deviner qui va sortir vainqueur de ce combat-là, je n'ai pas le choix d'y aller avec Tisha Torres. Ça nous mène au premier combat de la main card chez les Bantamweight, Song Yadong, Casey Kenny. Et je suis définitivement un truc qui est vraiment pas vendu sur Song Yadong. Il est excessivement puissant, il est excessivement explosif, mais c'est un gars qui semble avoir le Zabit curse un peu. Il n'est pas capable de maintenir le pace qu'il essaie d'imposer, puis il gaz out badly dans presque tous ses combats. Puis, si on regarde ses 3 derniers combats, le dos n'a pas nécessairement l'air du prospect qu'on nous vend. Là. Il a fait un draw contre Cody Stamann où il a gagné les 2 derniers rounds, mais c'est fait péter la gueule au premier round, dans un round qui était assurément un 18. Fait que ça a donné un draw au final. Ensuite, il a battu Marlon Vera, mais dans un combat qui est
grandement considéré comme étant une décision controversée. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient scoré ça pour Vera, même si au final, c'est une décision unanime pour Song Yadong. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, c'est une victoire. C'est une victoire avec un petit astérix dessus. Puis à son dernier combat, il s'est fait mopper là, contre Kyler Phillips. Kyler Phillips, c'est juste un complet malade mental. Il a imposé un pace absolument débile dans ce combat-là. Puis Song Yadong, qui est un gars qui a de la misère justement à maintenir son pace, ça n'a pas été long. Il était épuisé puis il n'était pas capable de dealer avec la game de Kyler Phillips. Donc, il a clairement perdu ce combat-là. Avec le niveau de compétition qui augmente, donc, on voit qu'Yadong ne semble pas vraiment être en mesure de battre les combattants qu'il n'est pas capable de finir. S'il se rend à la décision, il y en a une, mais il y a des draws et des défaites. C'est sketch. C'est jamais très convaincant quand il se rend à la décision d'un combat. Et puis, honnêtement, je ne sais pas s'il va finir Casey Kenny, qui semble être un des combattants les plus difficiles à outwork dans la division. C'est le contraire de Song Yadong. Song Yadong, des fois, a l'air vraiment load up, il essaie de trouver le perfect power shot. Puis quand il lance son perfect power shot, il n'a pas peur de lancer d'autres shots en arrière de ça, mais c'est de se décider à se lancer dans une attaque que souvent, il prend des longs breaks entre ses bursts, puis ça fait que c'est là qu'il donne des marges de manœuvre à son adversaire. Puis Casey Kenny, lui, pas la moitié de l'athlète que Song Yadong est, mais son stand-up est vraiment super fiable. Rien de beau, rien qui est des grosses dentelles ni rien, mais c'est fiable. Puis il y a un but qui est souvent se retrouver dans le clinch, là où il est un excellent lutteur, puis un excellent grappler. Et j'irais même jusqu'à dire un des gars les plus difficiles à out-grapple dans la division. C'est un gars qui a battu Manny Bermudez, qui soumettait tout le monde. Il a battu Ray Borg en out-wrestlant Ray Borg, qui est lui-même un des très bons lutteurs. Donc, juste un combattant qui a beaucoup, beaucoup de skills, qui est excessivement tough, qui a un bon cardio. Puis non, il n'est pas aussi débile que Kyler Phillips, mais il reste un combattant qui est très actif dans tous les aspects du MMA, puis ça va sans aucun doute être un combattant qui est beaucoup plus actif que Song Yadong là, dans ce combat-là. Donc, le bottom line, c'est que je pense pas qu'Yadong peut finir Casey Kenny, puis ça fait que je le vois mal remporter ce combat-là parce que Casey Kenny est tellement solide, est tellement travaillant que ça va être difficile pour Yadong de rester plus actif que Kenny pendant les 15 minutes de ce combat-là. La seule affaire qui me fait douter, c'est la différence d'athlétisme entre les deux, ça va être absolument incroyable. Yadong est probablement beaucoup plus puissant et beaucoup plus explosif que Casey Kenny. Puis des fois, ça rend juste le combattant qui est un peu moins athlétique. C'est difficile pour lui là, de justement out-grapple un gars qui explose en dehors de toutes les positions, mais je pense que plus le combat va avancer, plus que Yadong va être fatigué, plus ça va être facile de faire ça pour Casey Kenny. Et c'est pourquoi je l'ai par décision dans ce combat-là. Et ça nous mène maintenant au prelim. Bobby Green, Raphaël Fiziev. Puis Fiziev méritait un plus gros step-up après sa victoire dévastatrice contre Renato Moicano, mais il a obtenu le bon vieux Bobby Green à la place, puis devrait être un assez gros favori dans ce combat-là, parce qu'on s'entend c'est un striker exceptionnel et surtout un assez bon grappler pour pouvoir garder le combat dans sa force, ce qui est tellement important à lightweight, c'est la division la plus profonde dans l'UFC. Tu vas en trouver des lutteurs exceptionnels, des gros grapplers dans cette division-là. Donc, si t'es juste un striker, mais que t'as pas de grappling, t'as pas de lutte, puis c'est difficile pour toi de rester debout, ta force est souvent négligée et souvent neutralisée dans la majorité des combats. Fiziev est absolument un assez bon grappler pour rester debout, puis ça le rend complètement terrifiant parce que le gars il est capable d'éviter tes kicks en faisant des moves de la Matrix, puis s'il te pogne, il frappe fort, il est tellement bon. C'est un gars qui est composé, là, qui est calme, que tu ne vois jamais s'exciter, mais garde toujours un bon output de strike. Fait penser un peu à son coéquipier Peter Yan, mais qui lutte moins puis qui commence moins lentement. Peter Yan, c'est un slow starter. Raphaël Fiziev va prendre ses reads au premier round, mais c'est pas un slow starter. C'est un gars qui, dès quelques minutes après le début du combat, il est prêt à commencer à lancer. Puis il n'aura pas peur aussi de prendre des guesses, lancer des affaires parce qu'il n'est pas super concerné par ce qui vient en retour. Non seulement parce que sa défense est excellente, mais aussi parce qu'il en a mangé des coups de poing dans sa vie. Il est capable d'en prendre. Bobby Green.
va avoir l'expérience de son côté. C'est un all-rounder, ce gars-là. C'est quelqu'un qui est compétitif avec pas mal tout le monde dans la division. Mais la différence technique au niveau du striking, elle va être vraiment très importante ici. À moins que Green sorte la meilleure performance de lutte de sa carrière, je crois pas qu'il va être capable de battre Fiziev. Honnêtement, je considère comme étant un des meilleurs prospects à lightweight, là, avec un Brad Riddle, un Arman Saroukian. C'est eux la prochaine crop de top 5 fighters dans cette division-là. Fiziev est sans aucun doute là-dedans. Puis je vais quand même y aller avec Fiziev par décision ici, parce que le dernier combat de Bobby Green qui ne s'est pas rendu à la décision, qui gagne ou qui perd, c'était en 2016, puis il s'est fait battre par Dustin Poirier, nul autre. Fait que si la seule personne qui est capable de finir Bobby Green, c'est Dustin Poirier, puis Bobby Green finit absolument jamais personne, je ne sais pas si je peux bet pour Fiziev pour faire ça. Bien que s'il y en a un qui est un bon candidat pour juste arrêter ce streak-là puis battre le chum Bobby Green par finish, c'est Rafael Fiziev. Mais je vais quand même rester avec mon pick de Mr. Fiziev par décision dans ce combat-là. Et ça nous mène à un combat entre Vince Morales, Draco Rodriguez. Et puis les points en commun que ces deux gars-là ont, c'est que c'est les deux derniers adversaires d'Eamon Zahabi. Morales, lui, l'avait battu par décision, alors que Rodriguez s'était incliné par KO dans son dernier combat. On s'en rappellera, un overhand assez brutal. Mais je ne veux pas mettre de poids là-dessus. Honnêtement, parce qu'Eamon, quand il a perdu contre Morales, il revenait de sa grosse défaite par KO contre Ricardo Ramos, puis il était juste pas capable de pull the trigger dans ce combat-là contre Vince Morales. C'est vraiment pas le Eamon Zahabi qu'on connaît, qu'on a vu, puis je pense que c'est normal. Là. Quand tu manges un spinning elbow comme il a mangé, ça se peut qu'à ton combat d'après, tu sois un peu plus hésitant, puis que ça te prenne un peu de temps avant de pull le trigger. Il l'a pas fait dans ce combat-là, puis Morales est juste resté un petit peu plus actif que lui. Je me rappelle, c'était vraiment pas un bon combat. Et si moindrement Eamon avait été Eamon dans ce combat-là, je pense qu'il l'aurait battu assez facilement. Parce que dès son combat d'après, on aurait vu le Eamon qu'on connaît là, contre Rodriguez. Il l'a laissé venir à lui, il a pris ses reads, puis il a timé son uppercut. Que souvent, le Vince Morales, contre Rodriguez, il aime aller de l'avant, puis lancer un uppercut de la main avant, pas mal naked, sans setup, puis le chum Zahabi, il a timé ça, puis quand il a vu l'uppercut partir, il te landé un overhand, là. En plein milieu, il a éteint les lumières, comme on a rarement vu un gars se faire éteindre les lumières, surtout quand Rodriguez lance son uppercut. C'est pas comme s'il tassait sa tête de la ligne de centre, là, pendant tout. Il lance son uppercut naked, la tête en plein milieu. Zahabi t'a timé ça comme un pro. Te l'a envoyé au pays des rêves. Mais écoute, c'est pour ça que je ne veux pas mettre trop de poids là-dessus, parce que si on regarde, Zahabi a perdu contre Morales, il a gagné contre Rodriguez selon les MMA Math, ça veut dire que Morales devrait battre Rodriguez, mais je ne pense pas que ça s'applique nécessairement ici. Rodriguez, c'est un gars qui veut aller de l'avant, il veut prendre le contrôle de la cage, mais le gars, il leap in and out de façon très prédictive. Il y a 2-3 attaques, dont son uppercut, dont l'endé avec une combinaison de 2 hooks pour essayer de clincher avec son adversaire ou juste essayer de pomper son jab. Mais il y a 2-3 affaires qu'il fait pas mal tout le temps. Puis il n'y a pas beaucoup de variété. Fait que tu as un gars qui essaie de te stalker à range puis qui arrive vers toi avec une variété qui n'est pas très impressionnante de coup. Fait que c'est comme un peu facile à prédire à la longue. Puis honnêtement, les strikers les plus techniques vont être en mesure de le counter assez facilement. Puis c'est exactement ce que Morales est, un striker plus technique. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas le power de Zahabi, puis il semble un peu hésitant à laisser aller ses mains. Je vais vous l'avouer, c'est un excellent boxeur. C'est, je dirais même, un spécialiste. Il cherche juste à boxer. Ça le rend vulnérable au takedown. Ça l'a rendu vulnérable au leg kick. Là, c'est son premier combat depuis qu'il s'est fait finir par TKO leg kick par Chris Gutierrez, qui est devenu un des bons spécialistes de leg kick dans l'UFC, mais quand tu es un boxeur qui se tient vraiment, il met beaucoup de poids sur ses jambes, tu mets beaucoup de poids sur ta jambe avant pour lancer des punches, c'est facile pour un gars de te counter. Puis Draco Rodriguez, c'est une des affaires qu'il fait là aussi quand il est à range, lancer beaucoup de kicks dans les jambes, parce que c'est un combattant qui n'est pas nécessairement très technique, il n'y a rien qui fait que tu es genre wow, c'est tellement beau, mais il est scrappy. Là. Il est scrappy, veut échanger debout, veut échanger au sol. C'est un gars qui n'a absolument pas peur de se retrouver au sol. Il y a des transitions assez fancy dans son Contender Series. Il s'est fait faire un omoplata, puis en roulant pour l'omoplata pour revenir dans sa garde, il est tombé direct dans un triangle, puis il a réussi à finir son adversaire comme ça. Donc le gars, il n'a pas peur d'y aller avec des moves un peu flyés, puis ça fait que
Honnêtement, je pense que je dois favoriser Rodriguez. Parce que même s'il va être ouvert au counter de Morales, c'est un combattant qui, tu sais, il va pas se limiter à une chose, va kicker Morales, va essayer de l'enforcer dans des échanges de grappling, puis ça fait que Morales va probablement se retrouver souvent pas dans son élément. Puis je pense que si c'est un combat qui se tient debout pour la majorité du temps, oui, ça se peut que Morales soit en mesure de lander les meilleurs coups face à Draco Rodriguez, mais je pense juste pas que Draco, qui est un gars que j'ai dit très scrappy, qui veut se battre, il veut rendre ça un peu un brawl, pas un beau combat technique. Là. Le moins beau que c'est, le moins technique que c'est, le plus Draco va être content dans ce combat-là. Puis je pense que c'est ça qu'il va essayer de faire. Puis le fait que c'est lui qui va probablement aller de l'avant, essayer de stalker son adversaire, c'est lui qui va avoir le beau jeu un peu là-dedans. Fait que je pense qu'il devrait gagner, peut-être même par soumission au deuxième round. Je pense que c'est un gars qui va vouloir, après avoir vu les mains de Morales qui sont hésitantes, mais qui sont solides. Quand il laisse aller ses mains, c'est un très bon boxeur. Donc, j'ai l'impression qu'il va essayer d'amener ça au sol, il va gagner par soumission au deuxième round. Et ça nous mène à un combat absolument hilarant entre Alonzo Menifield et Ed Herman. On a ici le duel entre le freak athlete qui est immensément explosif, immensément puissant, mais qui est un one-round fighter, qui, quand le premier round est fini, là, ça commence à très mal aller pour lui. Puis il affronte le combattant le plus stiff puis le plus lent dans toute la division, puis qui est vieux, mais qui est extrêmement tough, extrêmement durable, puis qui trouve toujours le moyen de revenir de l'arrière. Ed Herman, c'est basically le Darren Elkins des plus grosses divisions de poids. Puis Menifield, il a réussi à remporter son dernier combat là, après avoir subi ses deux premières défaites en carrière, mais c'est encore une fois une victoire qui est survenue au premier round. Donc, l'affaire qu'on voulait voir de lui, c'était qu'il nous prouve qu'il est capable de se battre après le premier round, qu'il est capable d'être encore efficace après le premier round. Puis oui, il a gagné, mais il n'a pas encore été en mesure de prouver ça. Donc, ça rend ça un combat qui est difficile à prédire, je vais vous l'avouer, parce que Menifield, comme je dis, est excessivement puissant, excessivement dangereux, va avoir un avantage immense au niveau de tout ce qui est rapidité, puissance, explosivité, face à Herman qui est juste vieux, lent et stiff. Mais d'un autre côté, Ed Herman, il a perdu 2 fois par TKO dans toute sa carrière. Le gars, il a 30, 40 que combats pro, on va faire le calcul, 25, 14, 1. Le gars, il est pratiquement à 40 combats pro, 41e même combat pro. Fait on s'entend 2 défaites par TKO en 41 combats. C'est juste pas un gars qui se fait finir tant que ça. Mais oui, Menifield a absolument le power pour te le pogner cold en début de combat et te l'allumer bien raide. Mais si ça n'arrive pas, tu le sais que Ed Herman va absolument gagner dans les later rounds. Puis honnêtement, j'ai perdu confiance en Menifield. Fait que je vais y aller avec Herman. C'est un combat qui est 50-50. Je pense que c'est un two-true outcome quand t'appelles. Soit Menifield par KO round 1 ou Ed Herman par quelque chose plus tard dans le combat, soit une décision, il gagne les 2 derniers rounds ou une soumission ou un TKO parce que l'autre est vraiment trop exhausted. Mais je vais aller par Ed Herman, soumission, parce que comme j'ai dit, j'ai vraiment perdu confiance en Menifield, mais c'est 50-50, les boys. C'est pas un combat que je dis, ah ouais, Ed Herman va absolument gagner, j'ai aucun doute là-dessus. Ça nous mène au ouais, on est encore sur les prelims, moins les prelims télévisés avant les Fight Pass prelims. C'est le premier combat sur les prelims à la télévision. C'est Karolina Kowalkiewicz, Jessica Penney, puis tabarnouche, man. Regarde, tu parles de combat dur à prédire, ça, c'en est un. Puis je vais le dire, je pense pas que Jessica Penney méritait la décision contre Lupita Godinez à son retour, mais elle m'a quand même surpris dans ce combat-là. Elle avait l'air finie raide en 2017, là, avant de prendre sa pause de 4 ans, mais elle a vraiment mieux paru que je pensais qu'elle allait paraître dans son retour. Elle a clairement utilisé son temps off pour améliorer son striking qui l'aide beaucoup parce qu'elle aussi c'est une grappler. Puis il n'y a aucun doute ce que Jessica Penney veut faire. Elle veut grapple avec toi. Mais c'est une des filles les plus prédictives dans la division. C'est vraiment facile de savoir ce qu'elle voulait faire. Maintenant qu'elle a un peu plus de striking, sa transition striking-grappling est vraiment plus fluide. Puis c'est pas genre des gros. Elle n'a pas 5 niveaux là, de striking différents. C'est pas quelqu'un qui va mettre des pièges puis nanana avec sa game debout. Puis là, ça va mener à ses takedowns. Ça reste basic ce qu'elle fait, mais c'est mieux qu'avant quand elle faisait juste littéralement te courir après, même passer de l'under punch, s'accrocher après toi puis te drag au sol comme elle pouvait. Aussi, on l'a vu contre Lupita Godinez, très bonne dans le clinch contre la cage. La fille est capable de prendre ton dos du clinch
genre debout. Elle reste debout, elle fait juste se faufiler dans ton dos, puis là, elle reste debout là contre la cage longtemps. Puis c'est exactement comme ça qu'elle a remporté son combat contre Lupita Godinez, qui avait un peu de la misère à sortir de là. Puis bien que Penny n'a pas fait de dommages ni rien, elle a eu des longs moments là, dans les rondes où elle contrôlait Godinez comme ça contre la cage. Puis c'est ça qui lui a donné la faveur des juges dans ce combat-là. Là où j'éprouve la difficulté dans mon analyse de ce combat-là, c'est que Karolina Kowalkiewicz a perdu ses 4 derniers combats, puis elle a plus l'air d'être elle-même, pas en tout, mais il n'y a aucune de ces adversaires-là qui a assez de l'amener au sol. T'sais, Yan Xiaonan, Alexa Grasso, Michelle Waterson et Jessica Andrade ont toutes utilisé la même stratégie qui est ils ont utilisé le fait que Karolina Kowalkiewicz a fait juste une chose, c'est qu'elle avance en ligne droite en lançant des combinaisons. Puis ça fait d'elle une combattante qui est excessivement facile à counter. C'était moi vraiment capable d'avoir du footwork puis de jouer au matador avec elle. La fille, là, elle avance vraiment en ligne droite. Elle coupe pas la cage pantoute. Fait qu'elle est excessivement facile à counter. Là. C'est même, je vous dirais, Carolina qui a souvent ses punch into the clinch puis qui a fini par essayer des takedowns dans ces combats-là. Puis ça n'a pas marché pour elle. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Jessica Penney n'avait pas la moitié du striking de toutes ces filles-là, puis je la verrais très mal là, se mettre à jouer au matador avec Carolina puis gagner cette fight-là. C'est pas mal l'inverse qui va arriver si ça se passe debout. Carolina risque de donner une popée volée à la chum Jessica Pena, mais d'un autre côté, Carolina a tellement tendance à être agressive puis à se retrouver dans le clinch, à se lancer tellement de punch qu'elle coupe la distance, qu'elle se retrouve out of range puis qu'elle finit dans le clinch. Puis c'est exactement là que Lupita Godinez a donné un paquet de control time à Jessica Pena, ce qui a fait que Penny a gagné le combat. Étant donné que même en contrôlant beaucoup Lupita Godinez, moi, je n'ai pas le feeling que Jessica Pena en avait fait assez dans ce combat-là pour remporter la victoire. Parce qu'elle n'a pas menacé avec des soumissions, elle n'a pas fait de ground and pound, rien. Fait que pour cette raison-là, je vais pick Carolina ici. Mais tabarnouche, ça a l'air d'être une erreur assez terrible de ma part de faire ça parce que je ne me rappelle même pas c'est quand la dernière fois que Carolina a gagné un combat, basically, mais je peux pas vraiment plus faire confiance à Jessica Pena qui, oui, a pas si mal paru dans son retour, mais a montré aucune amélioration dans sa game qui me porte à croire qu'elle va être capable de dealer avec une striker comme Carolina. J'ai donc Carolina par décision ici. Et on passe maintenant sur la portion Fight Pass de la carte. On a Manel Cape, Odi Osborne. C'est un autre combat qui me donne de la misère. Puis c'est un autre combat qu'il faut que je commence à dire que Manel Cape s'est 100% fait crosser par les juges dans son combat contre Mateusz Nicolas. Il fallait qu'il gagne. Mais je pense qu'il faut quand même lui donner une petite partie du blâme ici parce que, oui, il a semblé toucher avec les meilleurs coups, mais s'il avait juste augmenté sa cadence un peu, il gagnait ce combat-là. Le gars, il n'a pas assez lancé de coups, tout simplement. Puis oui, à chaque fois qu'il lançait, il avait l'air de frapper plus fort, de faire du dommage, ça avait l'air de passer, il avait l'air d'avoir une meilleure efficacité dans les shots qu'il lançait. Il fallait qu'il lance moins pour l'ender plus, mais Nicolas, même s'il l'endait moins, a beaucoup plus lancé que lui. Puis c'est ça qui a sway les judges. Puis autant tout le monde s'entend pour dire que Manel Cape aurait dû gagner ce combat-là. C'est dur de ne pas dire, Big, si tu avais augmenté ton output, ton pace de ça, d'un mini peu, tu l'avais, ce combat-là. L'affaire aussi du côté de Cape, c'est que c'est un headhunter légendaire. Le gars, 70% des coups qu'il lance sont dirigés à la tête. S'il peut moindrement varier ses attaques puis être un peu plus actif debout, honnêtement, je pense qu'il peut battre Odi Osborne, mais Odi Osborne, quand je le regarde, il manque le polish, il manque la finition à sa game, mais ça a l'air d'être un talent brut. Le gars est grand, il est fait sur le long, je pense que ça va être un très grand et long flyweight, lui qui fait les débuts dans cette division-là. Puis le gars, il n'a pas peur d'engager. Là. Il lance volume, il n'a pas peur d'engager ses adversaires au sol, il pull guard, autant qu'il est debout ou en dessous. Il est vraiment très, très, très dangereux, très, très, très agressif. Puis il n'a pas peur d'essayer des moves un peu flyés, lui non plus, même si des fois, c'est ça qui fait qu'il se retrouve dans les mauvaises positions. Puis c'est pour ça que je dis que ce gars-là, quand il va avoir le petit polissage qui manque à sa game, risque d'être vraiment très bon. Mais je ne sais pas s'il l'a encore un peu ici. Fait qu'on se retrouve un peu dans une situation qui ressemble au match-up entre Morales et Rodriguez. Tu as Cap, qui est le combattant, qui est vraiment plus réservé, plus stratégique. Puis Osborne, il est scrappy. Il a tendance à lui-même se mettre dans des positions qui ne l'avantagent pas. Mais
Son style est flyé, il est un peu hors de l'ordinaire, puis il est difficile à dealer avec. Honnêtement, j'ai de la misère à pick Osborne ici, parce que je vous dis, la seule fois qu'il a affronté quelqu'un qui était UFC level, c'était Brian Keller. Il s'est fait pogner dans une guillotine en moins de 3 minutes. Puis Manel Kape, lui, avant d'arriver dans l'UFC, il a affronté beaucoup de gens, le Ulka Sasaki, Kaya Sakura 2 fois. Donc, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui a affronté de très bons combattants, même avant qu'il arrive dans l'UFC. Puis j'ai de la difficulté à le pick parce qu'il n'est pas assez actif. Il manque un peu d'output pour remporter des combats au niveau de l'UFC, mais en théorie, juste le fait que Cap a été compétitif avec des gars comme Matheus Nicolas ou contre Alexandre Pantoja dans ses 2 premiers combats UFC, ça me fait croire qu'il devrait être le favori ici, qu'il devrait être en mesure de battre Ozzy Osbourne, qui, comme j'ai dit, à chaque fois qu'il a affronté quelqu'un qui était UFC level, ça faisait juste une fois, il a perdu, il s'est fait finir. Puis c'est pas un combat que ça allait mal pour lui, mais un moment donné, il s'est juste mis la tête dans le power move de Brian Keller, puis c'est ça qui arrive, c'est ça que je dis, le petit polissage qui manque, l'expérience de dire, oh non, si je fais ça, c'est peut-être un peu trop dangereux, donc tu sais, je vais pas lancer ce style move spécial-là. Fait qu'écoute, j'ai Cap par décision ici, mais c'est pas un pic que je suis très confiant en. Ça nous mène ensuite un combat de Miles Jones, Anderson Dos Santos. Et puis, on a un bon duel de style ici. Dos Santos, c'est le Brésilien typique. Muay Thai, BJJ, un peu de lutte, mais pas tant que ça. Miles Jones, wrestle boxer américain typique. Le gars, il lutte, il boxe, c'est les 2 seules affaires qu'il fait. Dos Santos va vouloir rester à range, va essayer de lander des leg kicks, tenter du maganer à la jambe, limiter ses mouvements, limiter sa lutte. Je sais pas s'il y a discipline pour faire ça, cependant. Il y a une petite qualité Vicente Luque à lui, que le gars, il aime ça couper à distance en rentrant avec des hooks, puis il va lancer 3-4 hooks, va dropper pour un takedown, là, va travailler pour son takedown, là, puis si ça marche pas, va peut-être essayer juste de se lancer dans les jambes pour le gars, d'essayer de sweeper, faire des choses comme ça. Il sera pas un meilleur lutteur, Jones, ici. Je ne vois pas avoir du succès beaucoup avec ses tentatives de takedown. Puis Jones a tellement de bonnes transitions entre sa lutte et sa boxe, sa spécialité. Le gars, c'est un wrestle boxer. Comme j'ai dit, il lutte puis il boxe, puis il lutte en boxant, il boxe en luttant. C'est les 2 choses qu'il fait bien. Puis ces 2 games-là se mélangent très bien l'une dans l'autre. Puis ça fait lui quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin d'en faire plus dans ses combats. Il faudra qu'il reste méfiant, par exemple, parce que Guillazine de Dos Santos est très sneaky. Il a un très bon backtake, solide rear naked choke, mais en dehors de ça, je pense pas qu'il va être trop ennuyé là, vers la game en général du Brésilien. Je pense qu'il va attraper beaucoup de leg kicks aussi pour lander des takedowns dans ce combat-là. Bien meilleur chain wrestler de son adversaire. J'ai Miles Jones par décision. Je suis pas mal convaincu de mon pick ici. Ensuite, Victoria Leonardo, Melissa Gatto. Combat qui est dur à prédire pour la seule unique raison qu'on n'a pas de tape tant que ça sur Melissa Gatto. Il y a une couple de combats sur Internet, dont son combat contre Carol Rosa, qu'elle se faisait complètement dominer. Parce que cette fille-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle court après en lançant des punches, en espérant presque se faire takedown, parce que là, la garde la plus agressive que tu as vue toute ta vie, puis elle va lancer triangle, armbar, triangle, triangle, armbar, omoplata, armbar, triangle, omoplata, armbar, jusqu'à temps qu'elle va trouver quelque chose. Elle a fini par prendre Rosa dans un triangle, la ciel armbar un peu, ça n'a pas marché, elle le switch en Kimura, elle a fini par finir le Kimura du triangle, elle a gagné ce combat-là. Mais écoute, c'est pas une game que je peux regarder puis me dire, oh, ça va marcher, c'est UFC level, ça va super marcher, la fille va se lancer sur son dos, lancer toutes les armbars du monde qui existent, puis courir après ses adversaires de façon tellement reckless en disant, s'il te plaît, take down, moi, j'attends que ça. C'est une game que j'ai de la misère à voir marcher du côté de l'UFC. Du côté de Leonardo, elle, c'est un peu l'inverse. C'est une combattante qui a l'air un peu plus patiente, qui a l'air... Tu sais, tu regardes, puis il n'y a vraiment rien de spécial dans sa game-là. T'es genre, il n'y a rien qui a fait mal, il n'y a rien qui a fait nécessairement bien non plus. Mais c'est une fille qui est beaucoup plus stratégique, qui va essayer d'établir des bonnes positions dans ce combat-là. Si elle trouve que la garde de Gatto est trop active, essayer de passer en half-guard, puis s'écraser là, puis limiter les attaques de Melissa Gatto. Fait qu'expérimenter, tu sais, honnêtement, je sais pas, parce que, tu sais, Leonardo, correct debout, mais c'est pas un spécialiste du striking. Correct pour sa lutte, ses takedowns, mais ça prend juste quelqu'un comme Liz Tracy qui est 5-5 en MMA, mais qui a 10 combats, elle a de l'expérience, mais ça prend juste une fille de cette expérience-là pour que Leonardo ne soit plus vraiment capable de lander ses takedowns. Fait qu'honnêtement,
Tu sais, on a une combattante qui a l'air un peu d'une journeywoman, mais qui va être technique, puis va avoir une idée de ce qu'elle veut faire dans ce combat-là, qui affronte une combattante qui est complètement wild et déchaînée, puis que oui, il va être dangereuse, oui, il va essayer plein de soumissions, risque de rendre ça le fun, mais je peux juste pas, honnêtement, penser qu'elle va gagner ce combat-là quand sa spécialité, ça a littéralement d'être de se mettre elle-même dans les pires positions possibles. Fait que j'ai Victoria Leonardo ici, bien que, écoute, elle pourrait très bien se faire soumettre, la pauvre, puis je pense pas qu'il y a personne qui serait vraiment surpris, même si elle est en train de dominer ce combat-là. Ça nous mène au premier combat de la soirée. Munoz contre Simmons, Johnny Munoz, Jamie Simmons. Jamie Simmons, c'est un autre combattant que c'est dur de se faire une idée sur lui parce qu'il y a quand même 10 combats, mais soit il gagne très rapidement ou il perd très rapidement. Le gars, il lance pas une strike, pas un takedown, pas rien, qui est pas à 100% de power. Puis ses adversaires qui sont moins durables, ben, ils tombent assez rapidement. Puis les autres qui sont assez genre techniques ou solides, ben, ils utilisent le fait que le gars se met complètement hors d'équilibre parce qu'il met tellement tout dans ses punches, il met tellement tout dans chaque action que c'est facile quand tu es un gars qui est technique puis qui reste calme et composé de le pogner hors d'équilibre pour le counter solidement ou juste pour switch levels, lender, takedown. Puis ça risque d'être ça que Johnny Munoz fait, qui va réussir à utiliser le fait que Simmons se met hors d'équilibre pour lander des takedowns. Munoz, c'est un lutteur avec un très bon BJJ. Il y a plusieurs personnes qui pensaient qu'il devait gagner son premier combat contre Nate Maness. La décision avait été en faveur de Maness, mais il y a une bonne partie des gens qui pensent que cette décision-là aurait pu aller en faveur de Johnny Munoz dans ce combat-là. Puis écoute, ça serait même possible que ça soit Simmons lui-même là, qui initie des échanges de grappling contre Munoz, puis qui se rende compte assez vite que c'est pas lui le meilleur grappler des deux dans ce combat-là. Fait que, en fait, c'est ça. Je pense que ce qu'il a montré jusqu'à présent, Munoz a l'air d'un combattant qui pourrait devenir un bon mid-level fighter dans la division. Puis de ce que j'ai vu de Simmons, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir pour le reste de sa carrière dans l'UFC. Fait que je vais avec le gars qui a le plus de potentiel à mes yeux, Johnny Munoz, par soumission au deuxième round. Et c'est ce qui va conclure mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 265. J'ai pris plus de temps sur celle-là parce que c'est un pay-per-view. C'est Cyril Gane, tabarnouche, notre boy Cyril Gane, notre Québécois d'adoption, notre cousin français qu'on a adopté ici au Québec après son passage dans la cage de TKO, qui va se battre pour une ceinture, pas une vraie, mais c'est quand même une ceinture de l'UFC. On est bien content pour lui. On va regarder ça. Ben, en fait, vous allez regarder ça. Moi, c'est plate, je m'en vais direct en vacances. J'ai mes vacances de pêche une fois par année, qui est la semaine où je m'en vais tellement loin dans le bois, dans le nord, qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, il n'y a pas moyen de savoir rien de ce qui se passe sur la planète. Puis, ça tombe exactement sur ce combat-là. Fait que moi, quand je vais revenir, je vais sortir du bois le 14 août prochain. C'est là que je vais pas être en mesure de voir le combat de Cyril Gane. Puis je vais être de retour à temps à Saint-Jean juste pour couvrir le Unified qui va avoir lieu à Edmonton, le BTC qui va avoir lieu le lendemain. Donc, 2 événements de MMA canadiens qui vont avoir lieu la fin de semaine du 14 août. Donc, je vais être de retour pour ça. C'est plate que je ne saurai pas les résultats, mais le 14 août, la première affaire que je vais faire quand je vais retrouver le réseau cellulaire, c'est d'aller voir si notre boy Cyril a gagné la ceinture. Fait que laissez-moi un like si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire. Puis c'est ça, on se parle une prochaine fois. Là. Vous connaissez ça.